impeccable. Bonjour, ici Feldo, bienvenue dans Tonnerre Impeccable, un podcast de jeux de rôle consacré essentiellement à Warhammer. Et aujourd'hui, nous allons discuter de quelque chose que nous allons choisir maintenant. Je vois une serre, je suis à côté d'une espèce de champ, je suis quand même très près de la ville, mais quelque chose est cultivé ici, je ne sais pas quoi. Je vais essayer de me rapprocher. Quoi qu'il en soit, ça peut être un point de départ, ouais. Même si on a déjà parlé des herbes de la cueillette, il peut y avoir une alternative au niveau de l'agriculture à proprement parler, les paysans et tout. Alors je suis sur un chemin qui n'est peut-être pas tout à fait autorisé, c'est pas très clair, mais on n'est pas dans le genre de coin où ça tire à coups de fusil, je pense. Je veux juste jeter un petit coup d'œil et ensuite je laisse cette culture tranquille. Ah oui, mais suis-je bête, qui dit champ ne dit pas forcément plante visible. Là on est sur de la graine. Et bien ma foi, je repasserai dans quelques mois pour voir ce qui pousse ici. Et qu'est-ce qu'ils font pousser nos paysans dans Warhammer, dans le vieux monde? Forcément au moins du blé et de l'orge pour leur pain et leur bière. Donc un peu de houblon. Le houblon dans ce genre de coin, enfin, en tout cas en Allemagne, j'en voyais pousser un peu n'importe où. Mais bon, pour faire une bière un peu stable et une recette qu'on maîtrise, il faut quand même cultiver son propre... En tout cas avoir un approvisionnement régulier, même en houblon. Donc ça fait quand même quelques plantes déjà qu'on peut imaginer très présentes dans l'Empire et autres. J'ai vu beaucoup de colza en Saxe en Allemagne, mais après bon, c'est aussi une question d'époque. Le colza aujourd'hui a tellement d'usages dans l'alimentation et même les biocarburants que bon, je pense que c'est quand même une plante finalement exploitée de manière plutôt moderne. Quand on voit la composition de tellement de produits en pot par chez nous, des sauces et des trucs à tartiner, machin, enfin, il y a souvent beaucoup d'huile de colza quand même dedans. Non, bah donc dans le vieux monde, en dehors du blé, et encore le blé, il aurait une apparence différente, puisqu'on dit que les blés ont rétréci, enfin qu'on a fait des sélections pour que le blé d'aujourd'hui soit beaucoup plus bas et plus facile à récolter que l'ancien. Donc en fait, les champs de blé des siècles précédents n'avaient pas forcément la même gueule que ceux d'aujourd'hui. Bon, je dis ça, mais le plus simple, ce serait de retourner voir des gravures médiévales à ce sujet. Je pense que ça doit être assez parlant. Après, il y a des plantes, des légumineuses et autres qui ont toujours été présentes dans de nombreuses civilisations, de nombreuses régions. Mais pour autant, je ne sais pas si ça pousse précisément dans ces climats-là. Je pense aux lentilles, aux pois chiches, etc. Bon, les pois chiches, je pense que c'est plus au sud, plus dans le soleil, mais les lentilles, ça doit être assez facile à faire pousser de partout. Le riz, ça me paraît délicat. Le maïs, c'est plutôt américain, donc est-ce qu'on considère que... Ça, c'est une question. Ce qui a été ramené en Europe dans notre histoire réelle en provenance d'autres continents, est-ce qu'on le met dans Warhammer? Est-ce que dans Warhammer, il y a de la pomme de terre, du maïs, des tomates? Là, j'ai un doute, mais je sais pas si la tomate, c'est pas aussi quelque chose qui a été importé. Sans parler de tout plein d'épices qui ont pu venir plutôt de l'Est, mais dans Warhammer, il n'y a pas tellement d'équivalent de la route de la soie, a priori. Alors bien que justement, alors peut-être que le thème de l'agriculture n'est pas du tout épuisé, et je le trouve super intéressant, mais il me faudrait plus d'infos historiques et géographiques à ce sujet. Mais c'est l'occasion quand même de basculer sur cette histoire de route de la soie. Enfin, je dis route de la soie, après en parlant d'épices, je mélange un peu tout, mais je parle de cette idée que pendant des siècles, il y a eu quand même des échanges commerciaux entre l'Europe et l'Asie via des routes commerciales un peu dangereuses, mais quand même jalonnées de suffisamment de points d'échange pour que ça reste jouable. Alors là, c'est un peu compliqué parce qu'avec les montagnes au bout du monde, à l'est du vieux monde, on est quand même sur des montagnes qui déjà sont pas mal dangereuses. Mais en plus, derrière ça, on a des zones très très hostiles
avec des ogres, des nains du chaos, tout ça. Enfin, c'est plutôt violent. Or, le fait de commercer avec les royaumes de l'Est, c'est-à-dire KT, Nippon, je sais plus trop comment c'est dans Warhammer, comment s'appelle le Japon, je sais plus si c'est Nippon ou autre, mais bon. Le fait de commercer avec ces pays très lointains pourrait carrément être intéressant quand même. Mais du coup, est-ce que ça prendrait la forme d'expéditions très isolées et qui se débrouillent pour survivre de manière extraordinaire? Ou est-ce qu'il y a quand même un chemin qui est plus ou moins entretenu et qui passerait par des régions un peu moins hostiles et dans lequel on peut trouver un chouïa de civilisation et surtout des gardes assez costauds pour rendre la zone à peu près sûre? De base, ça me paraît un peu compliqué, mais pourquoi pas, tout est faisable. Peut-être qu'il faut tordre un petit peu le lore officiel et trafiquer un poil les cartes, ou considérer qu'elles ont évolué en tout cas, quoi. Ou alors il y a la possibilité du voyage en bateau, hein. Les océans sont pas gigantesques, enfin comment dire, il y a quand même beaucoup d'îles et de continents sur la carte de Warhammer. L'équivalent de l'Atlantique est quand même occupé par une Ultuan des Elfos qui prend beaucoup de place. Donc il n'y a pas, à mon grand dam d'ailleurs, j'étais un peu déçu de voir qu'il n'y avait pas tellement de grandes étendues océaniques. Mais du coup c'est d'autant plus facile de faire du cabotage le long des côtes et de partir, de quitter le vieux monde pour longer l'Arabie, les terres du sud, et puis pour remonter derrière et rejoindre les lointaines terres de l'Est. Ça serait un voyage très long, mais sans doute plus sûr et peut-être quand même plus rapide que la version terrestre qui couperait à travers toutes ces terres hostiles. Mais par contre, tout ce qui est voyage en bateau, j'aimerais en parler une autre fois, parce que ça m'intéresse beaucoup, mais c'est vraiment un autre débat, une autre discussion. Je vais parler plus fort parce que je suis en concurrence avec plein de bébêtes du coin. Donc je vais quand même rester sur le trajet qui passe par les terres. Et alors ce trajet, ça peut être justement le rôle d'une équipe de PJ, explorateurs et pionniers que de mettre en place une telle route finalement. Voire même de réaliser une campagne, une méta-campagne dans laquelle on joue plusieurs équipes. Une équipe qui défriche complètement un chemin, c'est les premiers à passer ici, là, les premiers en tout cas de l'Empire, quoi. Ils vont quand même croiser d'autres gens, d'autres peuplades, mais ils vont établir des contacts, négocier des passages, bon, vaincre des gens trop récalcitrants peut-être, mais en tout cas essayer de s'en sortir en général avec de la diplomatie, de la négociation, et trouver un moyen pour que même des créatures d'ordinaire peu enclines au marchandage, ils voient leur intérêt et acceptent de laisser passer d'autres humains et elflines au travers de leur terre. Du coup, ça serait une première étape. Hop, je me cale sur un banc. Et rien que ça serait déjà une longue campagne en fait. Ce serait déjà très long. Mais une fois qu'ils arrivent au bout, ils peuvent vendre leurs produits du vieux monde dans ces terres éloignées et faire une sacrée plus-value. Et racheter des produits plus ou moins précieux là-bas, qu'ils vont pouvoir revendre à prix d'or en rentrant au bercail. Et alors le chemin du retour, ça c'est un peu compliqué. Soit il est résumé en un épilogue sans forcément avoir à le jouer, soit il y a trois solutions. Ça peut être un retour par le même chemin, dans lequel on valide les accords qui ont été passés, on peut remplir des promesses peut-être qui ont été faites sur le chemin sans qu'on puisse donner tout de suite ce qu'on promettait. Des choses ont pu changer, on a pu passer des accords avec un peu des petits chefs locaux qui ont été renversés et ça complique les choses. On peut croiser une équipe de commerçants, concurrents. Alors soit on sera tenté de faire alliance avec eux parce que dans des situations difficiles comme ça, on se sera les coudes, même entre gens qui cherchent les mêmes choses. Soit ça peut être la guerre totale et on essaie de leur causer du tort aussi, ou en tout cas eux veulent causer du tort au PJ, bon ça tout est faisable. Ça peut se passer à l'aller aussi, je parle du retour, mais
Ça, c'est dans les deux cas valables. Mais ensuite, il y a la piste de prendre un nouveau chemin, en fait. On est passé bien au sud, par exemple. Et bon, on se dit que là, on va essayer au nord pour voir s'il n'y aurait pas un chemin plus simple. Là, du coup, on part sur une campagne assez éprouvante où, bon, bien sûr, on peut toujours adapter. Tout peut se faire en 3-4 scénars si on le veut, hein, mais ça, c'est des distances tellement grandes, je pense que ça serait un peu gâcher le thème que de le faire trop rapidement. Mais bon, ça se discute, ça se discute. Donc un chemin du retour différent, ça serait vraiment quelque chose d'épique, mais qui peut être fatigant, un peu comme certaines histoires réelles parfois. Hein. Il y a des choses, je pense à Alexandre le Grand en fait. Hein. Les conquêtes d'Alexandre, il y a un côté puissant, fascinant, mais sur la fin, à l'approche de l'Inde, ça commence à se compliquer. De plus en plus de gens ont envie de rentrer à la maison. Et finalement, Alexandre est contraint de repartir en arrière, mais le retour, c'est pas ce qu'il y a de plus fun, évidemment. Mais ça peut être intéressant au niveau narratif quand même, hein, de jouer un peu cette frustration du retour, où on n'arrête pas de s'imaginer être déjà arrivé, on n'en peut plus, etc. Je dirais qu'en termes de ratio, le retour devrait être joué quand même plus rapidement. En fait, il pourrait être 2 fois plus rapide que l'aller, hein, quand même. Puisque si les PJ en ont marre, les joueurs et les joueuses peuvent en avoir marre aussi. Il faudrait arriver à trouver le moyen pour jouer de cette frustration, pour qu'elle alimente juste, comme il faut, le plaisir qu'il y aura à arriver enfin. Parce que là, une fois qu'on a fait l'aller-retour, pour une arrivée en grande pompe et avec des objets à revendre qui vont rapporter une fortune, eh bien ces derniers moments de frustration, ils se transmutent. C'est le plomb qui se transforme en or, là. Ça devient encore plus beau. Et ensuite, il y a un troisième choix, une troisième possibilité qui est de rentrer justement en bateau. Et comme je disais, je parlerai de tout ça une autre fois, mais en tout cas, du coup, on repartirait depuis un bateau asiatique, ce qui pourrait être intéressant. Ou alors repartir avec un bateau qui vient, hein, d'Estalier ou de Tillé. C'est possible qu'il y ait déjà des commerces de ce type aussi. Et qu'on ait juste défriché une route terrestre qui pourra servir pour établir des commerces intermédiaires, etc. Alors en vrai, il y a une quatrième piste à laquelle vous avez peut-être déjà pensé, du coup, c'est de revenir en bateau, certes, mais pas en longeant le chemin le plus évident, mais en repartant vers l'est pour faire le tour du monde. Ça veut dire passer par les terres des Slanes et tout. Bon, là, encore une fois, c'est une autre discussion, très intéressante aussi, mais c'est autre chose. Si on en reste au trajet terrestre, qu'est-ce qu'on peut faire comme rencontre intéressante? On est sur des contrées qui sont peut-être plus évoquées sur, d'une part, les suppléments de Warhammer Battle. Je pense là au Royaume Ogre ou aux Terres des Nains du Chaos. Et d'autre part, par les grimoires, enfin, il y a des aides de fans qui ont développé KT, etc. Alors, je ne me rappelle plus à quel point c'est bien fait. Il y avait beaucoup de nouvelles carrières, bon, ce qui peut être rigolo, mais c'est pas forcément ce qu'on cherche en priorité. Et puis j'ai pas très envie de voir des ninjas dans une partie de Warhammer, je dois dire. Mais en tout cas, ouais, faut pas hésiter à puiser dans des ressources assez variées, parce que clairement, les livres officiels sont quand même très axés sur l'Empire. Ils vont même de plus en plus vers des régions précises de l'Empire. Bon, c'est une optique qui est intéressante, hein, que j'aime bien aussi, mais qui du coup nous force à aller voir ailleurs ou à créer, si on veut emmener les PJ ailleurs. Ce qui est certain, c'est que ces zones sont tellement peu documentées qu'on peut beaucoup inventer. C'est un peu comme avec les principautés frontalières, là tout est ouvert, encore plus. Hein. Là c'est vraiment des milliers de kilomètres dans lesquels on peut rajouter des petits clans vraiment dingues. Et là c'est intéressant de s'inspirer de ce qu'on peut trouver dans l'autre monde. Il y a vraiment beaucoup à récupérer, à piocher en ethnologie, tout ça. Par contre, le souci, c'est la langue, puisqu'on est rapidement dans des endroits qui ne parlent pas le Reichsspiel et qu'il peut être difficile de trouver des interprètes. Ceci dit, le point de départ pourrait être justement l'arrivée dans l'Empire d'un voyageur très expérimenté qui a pu arriver depuis l'Asie et qui parle plusieurs langues.
On peut imaginer qu'il y a aussi une sorte de langue assez commune par là-bas qui serait un peu l'équivalent du latin à certaines époques, quoi. Bon, ce PNJ, pour pas qu'il soit trop puissant, ça peut être quelqu'un qui a réussi à survivre par la ruse et parce qu'il était seul et qui a pu arriver amoindri et mutilé, qui sera désormais avec, je sais pas, une jambe de bois ou ce genre de choses qui fait qu'il a besoin des PJ pour voyager à nouveau. Et après, je dirais que le long du chemin, comme les scénarios vont être des moments précis dans un voyage très long, et que les intercessions seront des périodes de plusieurs jours, semaines, et peut-être parfois des mois, entre deux scénarios, il pourrait y avoir des mois qui se passent à voyager dans des terres plutôt arides, avec juste des populations peu denses, quoi. Et bien du coup, ces intercessions peuvent être largement suffisantes pour apprendre une nouvelle langue. Donc les PJ dans ce cas-là, je pense qu'il faudrait leur donner accès à un coup d'XP, soit à un coup d'XP normal, mais c'est juste une compétence qui leur est proposée en plus de leur carrière, soit aller jusqu'à faire une promotion sur la compétence pour faciliter l'accès à toute l'équipe, et genre en faire des polyglottes qui pour 50 ou 75 XP vont apprendre les rudiments d'une langue X fois, quoi, et qui vont arriver à cater en ayant appris une langue pour les moins intellectuels et 2 ou 3 pour ceux qui ont l'habitude de ce genre d'exercice. Ça peut être l'occasion aussi de découvrir d'autres types de magie, de prêtrise, de côtoyer des chamans. Et là on peut s'inspirer des chamans mongols, russes, on peut mélanger, faire un peu d'anachronisme, récupérer différentes époques, parce que de toute façon c'est une pratique qui n'a pas trop évolué. Enfin, ça bouge bien sûr, mais en tout cas l'idée c'est de conserver une certaine tradition. Donc on peut chercher différentes sources et trouver des idées. On peut remplacer les gobelins par des hobgoblins qui sont supposés venir de toute cette zone-là, et qui sont entre autres volontiers des esclaves pour les nains du chaos, si je ne m'abuse, à vérifier. Et en tout cas, c'est clairement le genre de campagne durant laquelle on peut faire varier la granularité, mais à fond. C'est-à-dire jouer sur la lenteur et l'ennui, un peu comme je le disais tout à l'heure. Et d'un coup, après une phase de ce type, bam bam bam, déclencher un scénario complètement frénétique, avec une poursuite, des PJ qui sont poursuivis par une tribu vraiment flippante qui débarque dans ces zoos. Ou pareil, une routine qui s'installe au niveau du commerce, ça devient un peu facile, on traverse une grande zone où les règles d'hospitalité et d'échange sont un petit peu les mêmes, avec juste des variantes de région en région. Et d'un coup, une scène à la Tarantino, où pendant une discussion de plus en plus tendue, les PJ, alors qu'ils pensaient au début qu'ils allaient récupérer encore une fois de bonnes choses sur une séance de négociation, finissent par se faire retourner comme des crêpes, et soit se font avoir au dernier moment, soit se font carrément attaquer. Enfin, quand je dis scène à la Tarantino, moi, je pense qu'on voit de quoi je parle, mais c'est quelque chose qui l'affectionne particulièrement. C'est des discussions durant lesquelles, à tout moment, on se dit que ça peut péter, et en général, ça finit par péter. Pas toujours. Des fois, dans Il était une fois à Hollywood, je trouve qu'il nous a bien pris à contre-pied là-dessus, c'était assez rigolo, mais en général, ça s'est tendu et ça claque. On peut aussi bien sûr s'inspirer de films qui parlent de ces régions-là. Finalement, on est dans quelque chose qui ne nous est pas forcément très familier. Et c'est bien, on peut jouer là-dessus pour surprendre les joueurs et les joueuses qu'on a à notre table. Mais du coup, ça veut dire qu'il ne faut pas hésiter à aller chercher dans des sources alternatives. Moi, je suis clairement pas expert dans ces domaines. Mais à une époque, j'aimais bien lire des contes zen. Ça peut être quelque chose qu'on intègre sur la fin du voyage,
quand on approche de KT ou qu'on y arrive. Donc voilà, si on prend l'équivalent de la Chine, du Japon, de l'Inde, on peut récupérer des bouts de spiritualité ou de contes de ces régions-là dans notre monde réel. Pour adapter tout ça au monde de Warhammer, je pense qu'il faut le twister un peu quand même, faut le changer. Ça sera plus drôle. Et clairement avec les principes liés à l'éveil ou ce genre de choses, on peut dégager des nouvelles philosophies de vie que les PJ pourraient même être tentés de ramener dans le vieux monde. Soit simplement en adoptant un nouveau mode de vie, un personnage pourrait prendre une religion asiatique ou une philosophie asiatique et vivre suivant ces principes-là en rentrant chez lui, sans faire spécialement de prosélytisme, mais en tout cas ça le rendrait quand même singulier. Soit l'autre possibilité, c'est justement de devenir un prophète, après tout. Peut-être que le chemin du retour pourrait être celui d'une espèce de Bouddha ou Jésus qui, sur le chemin, déjà prêcherait un petit peu, sans trop de succès, parce que à mi-chemin, on a des gens qui seraient quand même un peu au fait de l'existence de ces croyances et qui ont déjà été exposés, donc soit elles sont déjà converties, soit ça les intéresse pas. Mais par contre, une fois arrivé dans l'Empire, c'est quelque chose d'assez nouveau. Donc là, c'est une croyance qui peut tout à fait recevoir un bon accueil. Et pourquoi pas ouvrir la voie à une toute nouvelle campagne qui pourrait aboutir à la création d'une religion et donc une oppression de la part des Sigmarites ou je ne sais quoi, qui ont peut-être marre, qui veulent bien s'accorder à cohabiter avec Myrmidia, Verena à mort et tout, mais si une espèce de religion monothéiste débarque, ça peut sentir le roussi. Mais ça c'est un autre sujet immense et que j'ai vraiment très envie de développer, mais ça sera pour une autre fois. Les guerres de religion, on verra plus tard. Pour l'instant, on va s'arrêter ici. Je vous souhaite bon voyage dans les terres désolées à l'est de l'Empire. Et je vous dis à une prochaine fois. Tchuss.